bonjour à toutes celles et tous ceux qui arrivent pour cette table ronde sur la question de la préparation au risque inondation et submersion sur le territoire. C'est l'une des tables rondes dites territoriales de l'université, parce que sur cette table ronde, contrairement à la précédente par exemple, et contrairement à d'autres qui ont lieu dans d'autres salles par ailleurs, on traite d'une problématique, certes, qui concerne plein de territoires français, mais entre autres, et notamment le territoire dans lequel nous nous trouvons. Donc, quand je parle de territoire, je parle de Montpellier, je parle de la métropole, et je parle également de la région. Cette table ronde naît également du contexte que, face à la montée du niveau de la mer et la recrudescence des inondations dues, entre autres, au changement climatique, ce territoire est confronté à un défi majeur d'adaptation de ses littoraux. Et malheureusement, comme notamment le souligne la Cour des comptes, on n'est pas très près d'avoir bien saisi le problème et d'être en ordre de marche convenable pour faire face au problème. Sur cette table, on a rassemblé un panel d'acteurs, tous impliqués de près ou de loin dans la gestion de ce risque. Je vais les inviter à se présenter les uns les unes après les autres. Je commence tout de suite à ma gauche. Loïc, est-ce que tu veux bien te présenter? Il y a ce micro-là, si tu veux. Ouais. Oui, merci Nelson. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Loïc Linares, je suis élu sur la ville de Frontignan, donc une ville littorale pas très loin d'ici, et président de 7 agglopoles Méditerranée. Et puis, à titre personnel, je suis animateur socioculturel de formation, un enfant de l'éducation populaire et actuellement un lycée maritime. Je suis enseignant en lycée maritime à 7. Très bien, merci. Juste à tes côtés, Véronique. Oui, bonjour à tous. Véronique Négré, je suis maire de Villeneuve-les-Maguelones et je suis aussi vice-présidente de la métropole sur les questions de littoral, risque et GEMAPI, c'est-à-dire gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. De profession, je suis professeure de sciences économiques et sociales, donc pas grand-chose à voir avec ces questions-là. Mais pour autant, on peut quand même établir certains ponts. Merci Véronique. Alix? Oui. Donc Alix Romagnac, je suis un ingénieur hydro de formation, ingénieur formé à Montpellier. Et j'ai créé il y a 20 ans une structure qui s'appelle Prédic Service, qui est la filiale de Météo France, Airbus et BRL, avec pour raison d'être à cette entreprise d'accompagner au départ les collectivités en France, justement dans l'anticipation des risques d'inondation, des submersions, des tempêtes. Et aujourd'hui avec un gros développement aussi à l'international pour faire le pont avec la table ronde de juste avant. Et je suis de retour de Genève justement à la conférence des Nations Unies où on a parlé beaucoup d'alerte précoce, ou comment anticiper ces événements. Tu nous partageras des enseignements de cette table ronde. Et donc, pour finir ce tour de table, dernière et non des moindres, Juliette, tu veux bien te présenter? Bonjour, donc je m'appelle Juliette Noël, je suis la créatrice. Alors déjà, j'ai une extinction de voix. Donc désolée, c'est pas très agréable peut-être pour vous. Donc je suis la créatrice des ateliers de l'adaptation au changement climatique, qui est un atelier de sensibilisation et de passage à l'action sur l'adaptation au changement climatique. Et par ailleurs, même si je n'ai plus beaucoup l'occasion d'exercer ce métier, je suis journaliste. Très bien, merci Juliette. Je vous propose de garder le micro et on va bien essayer de chauffer tes cordes vocales en espérant peut-être que ta situation s'améliore. Tu le disais dans ton propos, dans ta présentation, tu es créatrice des ateliers de l'adaptation au changement climatique. Est-ce que déjà tu peux nous dire ce que c'est? Et accessoirement, comment est-ce que, si c'est le cas d'ailleurs, tu travaille avec les collectivités, entre autres, pour prendre conscience de ces problèmes, et quelles sont les difficultés que tu as pu déceler avec tes expériences de ces ateliers auprès des collectivités sur la compréhension du problème et éventuellement s'il existe des formes de déni? Alors, les ateliers de l'adaptation, ça dure entre 3h et 3h30. C'est la signature de l'atelier, c'est la méthode pour faire collectivement les meilleurs choix possibles. Donc, il s'agit d'un atelier qui se déroule en 2 séquences. Une séquence 1 qui prend à peu près la moitié du temps, où on découvre la méthode pour... alors déjà, on distingue l'adaptation de l'atténuation, puisque le premier obstacle quand on parle d'adaptation au changement climatique, c'est que tout le monde comprend, ah oui, il va enfin falloir se mettre à baisser les émissions. Donc non, l'adaptation au changement climatique, c'est pas se mettre enfin
à baisser les émissions, c'est se préparer aux impacts physiques du changement climatique. Il va faire plus chaud, il n'y aura pas assez d'eau, il y aura trop d'eau. Donc on lève cette première ambiguïté. Ensuite, on explique qu'il faut une méthode quand on s'adapte. Et cette méthode, elle a un double objectif. Un, éviter la maladaptation, c'est-à-dire une réponse au risque qui augmente le risque. Exemple, s'il fait chaud, je mets la clim, c'est une maladaptation, puisque ça réchauffe l'air extérieur. Bon, enfin bref. La digue aussi, et là, est un archétype de la maladaptation, et contre la montée du niveau de la mer ou les inondations. Et l'autre objectif, c'est évidemment de rechercher les co-bénéfices, parce qu'on évite de mal faire, mais on cherche à bien faire. Et la plupart du temps, les co-bénéfices sont liés à des solutions d'adaptation fondées sur la nature. Enfin, le dernier objectif de l'atelier, c'est de comprendre qu'il ne faut pas faire que des petits ajustements à la marge, mais vraiment s'inscrire dans une trajectoire transformationnelle, ce qui prend du temps. Et là, surprise, on découvre que dans une trajectoire transformationnelle, il peut être possible temporairement d'avoir recours à des maladaptations, comme une digue qui ne va pas forcément rester là éternellement et qu'on ne va pas rehausser, ou comme un peu de clim, parce que la transformation, par définition, elle prend beaucoup de temps et elle est coûteuse. Donc, en fait, l'adaptation, c'est vraiment pas quelque chose tout noir, tout blanc. Il faut jamais juger. Et ça se décide collectivement. Et je le dis tout de suite, l'adaptation est un sujet éminemment politique. Très bien, j'ai deux questions dans la question. La première, pourquoi une digue, c'est une maladaptation? Est-ce que tu peux expliquer concrètement quels sont les indicateurs qui permettent de classer dans une case ou l'autre? La deuxième, c'est, j'imagine que ces ateliers-là, ils sont à destination de tous les acteurs de la société, y compris les décideurs. Et est-ce que côté décideur, justement, tu as pu déceler une forme... je ne dirais pas de déni, mais un refus quelque part de compréhension de la gravité et de l'urgence de la situation? Oui, alors la digue, très rapidement, alors déjà je dis que les ateliers, ils sont fondés entièrement sur les rapports du GIEC et sur les rapports du Haut Conseil pour le climat. Donc ce n'est pas moi qui décrète que la digue est l'archétype de la maladaptation. Et encore une fois, je le répète, si elle est dans une trajectoire de transformation, c'est complètement différent. Donc pourquoi? Parce que la digue, elle peut créer l'aléa submersion rapide. Dans un climat qui change, la digue ne sera jamais à la bonne hauteur. Donc il faudra tout le temps la rehausser, ce qui coûte très cher. En plus, il faut l'entretenir. Et le jour où elle rompt, parce que ça peut arriver, les dégâts seront beaucoup plus importants que si la mer était montée, je dirais, naturellement. Et il y a beaucoup plus parfois de morts avec une rupture de digue. Donc, elle augmente la composante du risque aléa. Dans le risque, il y a 3 composantes. Elle augmente aussi la composante exposition, parce que quand vous créez une digue, les gens se sentent à tort protégés, ça crée un faux sentiment de sécurité, et il y a plus d'enjeux, c'est-à-dire d'habitation, d'infrastructures, qui viennent se mettre derrière la digue. Et comme ils se sentent protégés, ils oublient de se préparer. Et là, ça augmente aussi la vulnérabilité, qui est la 3e composante du risque, puisqu'on ne se prépare pas. Donc, la digue, c'est bingo sur les 3 composantes du risque, aléa, exposition, vulnérabilité. Voilà. Après, le déni. Le déni sur la montée du niveau de la mer, je dirais qu'il y a un déni massif, non pas sur les impacts du changement climatique, mais sur les origines, sur l'origine de pourquoi il y a plus d'inondations, pourquoi il fait plus chaud. Voilà. On a du mal à le relier au changement climatique en général. Quand tu dis on, tu parles... Dans la presse, il y a beaucoup de progrès qui sont faits, mais parfois la cause première est invisibilisée. Cela dit, il y a un déni massif particulier sur la montée du niveau de la mer. Alors, la montée du niveau de la mer, je voudrais dire déjà que c'est une des conséquences du changement climatique qui, dans les ateliers, on demande souvent aux gens, est-ce que vous savez, si on arrêtait demain matin les émissions de gaz à effet de serre, combien de temps la mer va continuer à monter? Et les gens disent 20 ans, 30 ans, les plus audacieux vont jusqu'à 50 ans. Bon, la mer va continuer à monter, dit le GIEC, pendant des siècles, voire des millénaires. Voilà, ça c'est déjà parti. Donc ça c'est très très dur à entendre. Et
pourquoi il y a un déni massif? Regardez tout ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps, parce qu'il y a vraiment 3 catégories. Hein. Oui. Il y a les résidents permanents, les résidences secondaires et les infrastructures, notamment de production ou de tourisme et tout ça. Bon. Pour les résidents permanents, c'est un arrache-cœur. Ce sont des gens qui habitent là depuis parfois leur naissance, qui ont hérité de cette maison, qui pensaient la transmettre. Et regardez ce qu'ils disent. Enfin, moi, voilà. Ils disent, quand les scientifiques m'ont dit qu'il n'y avait pas de solution, ça a été un coup de massue. Je partirai avec la mer, je monterai au grenier, il faudra venir me chercher. Voilà ce que disent les gens. Donc, comment dire, voilà, ça touche le cœur. On peut comprendre, enfin, on doit comprendre ces gens. Et je voudrais dire que là, il y a un temps incompressible d'acceptabilité de ça. Alors évidemment, on s'y prend beaucoup trop tard, parce que ça, les scientifiques le disent depuis des décennies. Mais le fait est que maintenant, voilà, on s'y prend trop tard et qu'on est devant le mur. Et ces gens-là, on ne peut pas leur dire du jour au lendemain, partez. Et pourtant, hier ou avant-hier, on a en France détruit les 3 premières maisons à Tréfignac, dans le Finistère. Hein. C'est une première en France. Les 3 premières maisons, puisque on sait que de toute façon, elles seront englouties par la mer. Donc, pour les résidents permanents, c'est quelque chose de très particulier. Et d'ailleurs, c'est un énorme problème, puisque ça va coûter... la destruction de ces 3 maisons, ça va coûter 3 millions d'euros. Et le CEREMA dit qu'à l'horizon 2030, il y a plus de 1000 maisons qui vont être submergées. À l'horizon 2100, c'est environ 500 000 maisons. Qui va payer? Nous. Bon, non, pas que nous. Non, qui va payer? Bon, voilà. Personne. Non. Alors, après, il y a les résidences secondaires. Donc ça, c'est un sujet complètement différent. Hein. Je ne vais pas m'appesantir, mais voilà, peut-être qu'il faudra... il y a des gens qui achètent des maisons en toute conscience, et même que le côté éphémère, ils trouvent ça un peu rigolo, quoi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que le système assurantiel ne doit pas, quelque part, se caler, faire la différence entre les résidents permanents et les résidences secondaires, sur tout ce qui est acquis en ce moment? Je ne sais pas. Et puis, après, il y a les infrastructures de production, les infrastructures de tourisme, voilà. Et donc là aussi, on voit encore, alors je ne vais pas donner des noms en particulier, mais disons que dans certaines régions de France, on voit encore des industries s'installer dans des zones inondables. Et on se dit, mais c'est fou, on marche sur la tête. Donc ce déni est tellement massif qu'au dernier congrès des notaires, le congrès 2024, les notaires ont dit, eh bien, si on créait un droit de propriété temporaire, en ayant bien conscience que c'était un peu un pavé dans la mare pour réveiller tout le monde, parce qu'ils en ont tellement assez de ce déni massif, ils veulent faire comprendre qu'une fois que votre maison est sous l'eau, vous n'avez plus droit à aucune indemnisation. Ipso facto, elle appartient au domaine maritime public. Et ça, les gens ne le savent pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler tout ça? Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va progressivement vers quelque chose qu'on a du mal à... qui ne peut pas être réglé d'un claquement de doigts, parce qu'encore une fois, il y a un temps incompressible d'acceptabilité. On s'y est pris trop tard, et il faudrait qu'il y ait... on essaye d'y contribuer avec les ateliers d'adaptation au changement climatique. Il faudrait qu'il y ait une sensibilisation massive des populations. Donc, je fais un petit coup de pub. Donc, nous, les ateliers, on est répertoriés au catalogue de formation du ministère de la Transition. On est soutenu par l'ADEME. On travaille avec l'Office français de la biodiversité, notamment sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature. On a près de 800 personnes qui sont formées sur tout le territoire français et aussi, parce qu'on les oublie souvent, dans les Outre-mer. Et voilà, et donc on sensibilise aussi bien les agents de l'État que les collectivités, que les entreprises,
et que le grand public. Et vraiment, il y a un très très gros boulot, parce que l'adaptation au changement climatique, c'est le parent, parfois on dit le parent pauvre de la transition, moi je dis le parent misérable de la transition. Merci Juliette. Alix, dans son propos, Juliette mentionnait le fait qu'on est face à un mur, on s'y est pris trop tard, mais malgré le fait qu'on s'y soit pris trop tard, et je pense spécifiquement de l'aléa inondation, chez Predict Service, vous essayez quand même d'aider les personnes qui s'y sont pris trop tard pour qu'elles souffrent, j'ai envie de dire, le moins durement possible des conséquences de ces aléas. Oui, l'adaptation, on le sait, c'est ce qui vient en complément de l'atténuation. Ça a été dit, il faut atténuer. Aujourd'hui, on parle d'adaptation, il faut atténuer. Mais comme ça a été dit, même si on arrive à relever ce challenge qui semble impossible à l'échelon international, avec le temps, on va avoir les conséquences devant nous pendant longtemps. Et on hérite. Aujourd'hui, il faut quand même dire que si tu citais quelques entreprises qui veulent encore s'installer en zone inondable, il y en a beaucoup moins, il y en a quasiment plus. Il y a un travail qui est fait avec les collectivités sur les zones inondables, avec les plans de prévention. C'est pas dans la région, hein, c'est pas ici. Non, mais avec les plans de prévention de risques inondation. Donc aujourd'hui, on a quand même pris conscience avec cette loi sur les plans de prévention d'éviter de construire dans les zones inondables. Mais par contre, il y a un constat, il y a plus d'un tiers aujourd'hui des habitants, des infrastructures qui se trouvent en zone inondable, que ce soit submersion marine ou inondation. Et donc, il faut faire quelque chose parce qu'on ne peut pas effectivement faire un retrait global de tout cette masse-là. Donc, il faut vivre avec. Et vivre avec, c'est effectivement anticiper. Pour vivre, vous êtes tous là à Montpellier, aujourd'hui il fait beau, c'est ce qui se passe, on va dire 350 jours par an, mais c'est vrai qu'il y a des jours où les choses basculent et si on n'est pas d'ici, on a du mal à imaginer qu'un petit cours d'eau tranquille qui fait moins de quelques litres par seconde, en quelques heures, en quelques dizaines de minutes, il peut se transformer en un torrent où on a le débit de la Seine qui passe là. Et donc ça veut dire qu'il faut connaître ce risque-là et du coup changer d'attitude, prendre les attitudes qu'il faut bien. Et c'est ce qu'on a imaginé à Predict il y a maintenant près de 20 ans, puisque l'idée en fait, et cette région est un peu particulière pour ça, l'idée de cette anticipation, de comment on anticipe ça, elle est née après ce qui s'est passé dans l'Aude en 99 et dans le Gard en 2002. Donc, on en parlait, les réflexes sont... La prise de conscience, elle est récente, mais les événements, ils sont là. On a des dates un peu mythiques, Nîmes en 1988, Vaison-la-Romaine en 92, l'Aude en 99. Ces événements qui deviennent de plus en plus forts, de plus en plus fréquents, les premiers signaux, ils sont là. Grâce ou à cause de cette Méditerranée qui est juste à côté de chez nous et qui se réchauffe. Et c'est là où on a pris conscience justement de dire, face à ce qu'on arrive, quand on avait fait un retour d'expérience avec les élus du Gard en 2002 ou en 99, les élus nous avaient dit, nous on a des responsabilités quand on a ces événements sur la tête, et là on ne l'a pas vu arriver, on ne savait pas que faire. Et c'est là qu'on a dit, il y a quelque chose à apporter parce qu'il y a de la donnée qui vient du satellite, du radar, on peut anticiper, on peut voir ce qui se passe et on a fabriqué avec les collectivités pilotes le concept de, pour faire face au risque, il faut se préparer avant, il faut agir pendant, et après il faut améliorer le système. Et on a fabriqué ce qu'aujourd'hui on appelle à l'international, on y reviendra tout à l'heure, le early warning, l'alerte précoce, sur les 4 briques. Alors, l'alerte précoce, c'est pas de la prévision météo et des messages. Si on veut être très efficace, c'est connaître le risque, c'est le premier. 2, se préparer. Juliette l'a dit, quand on fait une digue, les gens peuvent dire je suis protégé, j'ai pas à me préparer. Il faut, dans la connaissance du risque, dire ok, là je suis derrière une digue, donc l'eau va venir moins fréquemment, mais si elle arrive, elle peut venir d'un seul coup. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai des étages? Est-ce qu'il va falloir que je monte à l'étage, etc. Et c'est ce que font tous les maires. Et il faut. Alors c'est vrai qu'on est
souvent prompte à critiquer notre pays français, mais il faut voir qu'en France, la loi de modernisation de la sécurité en 2004 a créé ce concept de plan communal de sauvegarde. Et le plan communal de sauvegarde, c'est vraiment l'outil des élus qui font de la préparation, c'est-à-dire qu'ils analysent sur leur territoire. Là, je suis dans une zone inondable, j'ai une école, j'ai une crèche, j'ai un EHPAD, il faut que je l'évacue, je mette en sécurité, j'ouvre un centre d'accueil. Donc ça, c'est la deuxième brique. La troisième brique, c'est le monitoring, suivre ce qui se passe en temps réel. Au moment où je parle, là, à 1 km d'ici, on a une salle de crise avec des gens qui sont H24 derrière les écrans pour suivre. Aujourd'hui, il fait beau ici, mais il y a des orages très violents sur l'autre vallée du Rhône, et on va suivre ce qui se passe pour pouvoir anticiper, suivre ce qui se passe et envoyer des messages, passer des coups de fil pour dire attention, là ça s'approche, dans 1 heure, dans 2 heures, et on transmet et se déroulent ces actions avec les élus qui diffusent auprès des citoyens les actions. Et c'est comme ça qu'on arrive à pas ni à empêcher de pleuvoir, ni à empêcher de déborder, mais à faire en sorte que ces événements extrêmes, il y ait moins de conséquences, moins de victimes. Et on a tous en tête ce qui s'est passé très près de chez nous, à Valencia, au mois d'octobre dernier, où on voit, c'est à quelques centaines de kilomètres, avec un pays qui a de la très bonne prévision météo, qui a des pompiers. Et on voit que si la chaîne ne fonctionne pas bien, on peut avoir des catastrophes majeures dans ces endroits. Mais ce que tu décris est très beau, c'est un système qui est assez robuste, selon tes dires. Mais comment on en vient encore à avoir des épisodes, en France aussi d'ailleurs, des épisodes très dévastateurs, tant en dégâts économiques qu'en vie humaine? Est-ce qu'il arrive quand même que malgré ce système, on soit surpris par certains événements? Alors, surpris pas sur le plan technique, ce qu'il faut, et ça a été dit, c'est il faut que tout le monde soit conscient. Alors c'est toujours compliqué à dire, mais malheureusement, les victimes, par exemple, du dernier événement au Lavandou ou sur Vidauban, Lavandou, c'est 2 personnes âgées, plus de 80 ans, qui dormaient, qui étaient en dehors du circuit d'information. Les gens, le maire de Lavandou était sur le pont à 7h du matin, avait fait évacuer des crèches, avait fait passer les messages d'alerte, etc. Il y a toujours des gens qui sont... Quand on reçoit un message, il faut penser à soi, ici il faut penser à son voisin. Il y a la culture de risque qui doit continuer à se partager. L'autre victime, c'est quelqu'un qui a pris son véhicule et qui a fait 2 personnes qui ont été emportées par le véhicule, parce que les gens n'ont pas forcément la conscience que dans un véhicule on se sent à l'abri, mais il suffit qu'il y ait 30 cm d'eau et la voiture devient un bateau, parce qu'elle est portée par... C'est Archimède qui dit ça, hein, et hop, elle est portée et elle va être emportée. Donc il faut continuer ce travail d'acculturation au risque, de faire passer les bons réflexes, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire quand il y a ces événements. Et c'est ce travail-là qui est aujourd'hui aussi important que le sujet technique. Très bien. J'aimerais maintenant donner la parole aux élus, aux acteurs du territoire. Véronique, pour commencer, j'imagine que la métropole de Montpellier et votre collectivité également ont des politiques de prévention du risque inondation. Comment ont-elles été pensées, ces politiques, et comment est-ce que vous avez pris en compte tous les éléments que viennent de nous présenter Alix et Juliette? Alors là, c'est une vaste question. Pour commencer, il faut comprendre que le service qui œuvre à ces questions-là sur le territoire de la métropole, c'est donc le service GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. C'est une compétence qui est obligatoire et exclusive pour les intercommunalités depuis 2018 uniquement. C'est relativement récent, hein. Mais ça donne une puissance de frappe assez importante à la collectivité. Pour la métropole de Montpellier, la prise en charge par la collectivité de la question des inondations n'a pas attendu 2018. Donc dès le début des années 2000, main dans la main avec Predict, il faut être clair, on a beaucoup de chance sur notre territoire d'avoir cette société-là. Les choses ont été prises en main et le premier gros problème qui s'est posé, c'était la question de la protection de lattes, des crues du Lez. Donc un énorme chantier, et c'est à ce moment-là en fait que l'intercommunalité s'est dotée d'une ingénierie en la personne
de la personne qui dirige aujourd'hui le service, je le cite, Nicolas Zumbil, et donc qui a travaillé avec en parallèle le montage du syndicat de bassin versant qu'on appelait le cible, le syndicat bassin versant Lez-Mosson. Donc ils ont travaillé à la préparation de ce projet de protection. Sachez que c'est un projet de 50 millions d'euros qui vise à protéger à l'époque 800 personnes, voire toute la ville de Latte, si je tire un peu le trait. Et c'est le plus gros projet en France de protection en zone considérée comme urbaine. Donc c'est un projet qui fait référence. J'ai une question dans la question. Vous parlez de 50 millions d'euros. Oui. Comment on dépense 50 millions d'euros pour assurer la protection? J'imagine qu'il y a des ressources humaines, mais 50 millions d'euros de ressources humaines, ça fait beaucoup. Le reste d'argent, il va où? Ben bien sûr, il y a le coût des travaux en eux-mêmes. Il y a l'acquisition du foncier qui peut coûter beaucoup d'argent aussi. Et puis, il faut quand même se rendre compte que quand on est sur des ouvrages de cet ordre-là, qui ne sont pas la solution de l'avenir, mais on est obligé de réparer les erreurs du passé, là, en fait. C'est ça la logique. On vient mettre à l'abri des gens qui sont en danger. Et si on ne fait rien, il y a un risque de mort. Donc, il faut l'assumer, quoi. Mais ce qui coûte cher, c'est aussi le temps de cerveau. Parce qu'il faut concevoir un ouvrage qui soit pérenne. Parce que dans ce cas-là, déjà en 2005, quand ils ont passé le projet, ils ont pris en compte la question du changement climatique. Donc, aujourd'hui, je rebouclais là-dessus avec Nicolas Zumbi il y a quelques jours pour venir ici. Très clairement, l'ouvrage de protection qui est à Latte, il protège jusqu'à un événement décamillénaire. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Mais pour arriver à ce niveau de protection, il faut de quel ouvrage parlons-nous? C'est une digue. L'endiguement à Latte. Ok, Juliette, tout le long et toutes les zones d'expansion de crues, le canal, etc., etc., etc. Et pour répondre à Juliette, effectivement, c'est pas une digue. En fait, la grosse particularité de ce projet, c'est d'avoir retrouvé un champ d'expansion ancien d'inondation et de créer un déversoir, donc d'éviter que l'eau descende jusqu'à Latte et qu'elle retrouve son ancien chenal, et c'est une zone naturelle qui a été préservée. Et donc, du coup, c'est un projet qui est très novateur en ce sujet et qui mérite une visite. Parce que, alors, moi, je ne suis pas du tout de la région, donc je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais j'avais cru comprendre que là, justement, avant, c'était d'anciens marais et que c'était une zone inondable. Très certainement, on est sur des zones lagunaires, de la même façon que sur ma commune ou sur Pérols, donc les 3 villes littorales sur la métropole de Montpellier. Pour autant, il y a une urbanisation qui est vieille sur ces zones-là, en particulier sur Latte, puisqu'il y avait un port. Oui, ça, il y a un musée, un musée, et ça a été un des premiers ports. Les Romains, les Grecs se sont installés à Latte, donc c'est une ville qui, même si elle est lagunaire, connaît de l'urbanisation de manière, depuis des milliers d'années, quoi. Très bien, merci. Loïc, je veux vous entendre sur la même question peu ou prou que Véronique, parce que vous êtes dans un territoire qui est un peu différent du sien. C'est pas une grosse métropole, mais c'est un territoire où il y a quand même une volonté de grandir, tant en termes d'urbanisation, mais aussi, qui dit plus d'urbanisation, dit plus de risques. Dixit. Juliette, comment vous faites pour composer avec ce binôme un peu problématique? Ok. Je vais commencer par faire un petit pas de côté, parce que finalement, là, on touche du doigt une de conséquences très concrètes des dérèglements climatiques. Et je renvoie aussi à la table ronde d'avant, c'est-à-dire que souvent, on a tendance à focaliser sur nos actions du quotidien, mais la question de la décarbonation sur le milieu économique, elle ne fait pas partie souvent des tables rondes, mais pourtant, ce sont les 2/3 de la responsabilité de nos rejets de CO2. Et ça, c'est, il me semble, un sujet qu'il faudrait mettre un peu plus au cœur de nos tables rondes, la question de la responsabilité de notre modèle de développement, parce que c'est déjà compliqué, en effet, de travailler sur l'acculturation de ces sujets auprès de la population, alors que, et que là, nous sommes dans une grande masse, alors que, sur la question économique, ça touche beaucoup moins
d'acteurs, et pourtant ils sont responsables des 2/3 des rejets de CO2. Donc ça, c'est vraiment une proposition que je fais, de pouvoir mettre l'accent sur ces sujets. Ça nous permettrait aussi d'avancer grandement. Proposition, c'est-à-dire vous le faites dans votre territoire ou vous nous invitez? Pour l'instant, on n'y est pas. Mais je vous invite à le faire également de votre côté parce que je salue ces initiatives et ce que nous vivons ce week-end. Autre élément aussi du coup de contexte, c'est qu'on se trouve dans une région, le quart sud-est de la France, qui figure sur le premier tiers en fait, des zones vulnérables sur la question justement de la pluviométrie en un temps très court. On est dans le trio de tête à l'échelle mondiale. Donc forcément ce sujet, il nous touche très concrètement. C'est le fameux épisode Cévenol dont on entend parler chaque année par exemple. En très peu de temps, une pluviométrie très importante. Donc ça pose la question en effet des risques. Mais en même temps, sur les sujets que nous abordons aujourd'hui, on parle aussi d'élévation du niveau de la mer. Ce sont deux sujets différents. Il y a une question d'aménagement, sur la question de l'évolution de notre littoral, de l'évolution du trait de côte et de la montée des eaux, et comment on s'adapte et on aménage. Et puis après, il y a les questions, en effet, des risques naturels. Les deux, à mon sens, nous amènent sur le rapport au vivant, et finalement un chemin sur lequel nous nous sommes égarés dans l'évolution de l'humanité. Voilà. Nos anciens avaient ce rapport au vivant qui se transmettait par l'expérience de la vie, de génération en génération, et qui les amenait très prudemment à pouvoir composer et s'adapter avec le milieu qui les entourait. Et il me semble que sur la question de notre évolution en tant qu'être humain, dans nos modèles de développement, dans la conscience qu'on a eue jusqu'à très récemment qu'on pensait pouvoir tout maîtriser, nous nous sommes un peu égarés. Et nous sommes aussi face à ces questions-là, sur comment nous nous situons sur ces éléments. Ce qui m'amène à dire aussi, dans ce fameux pas de côté, que souvent nous avons une entrée très technique sur ces sujets, mais il faut mettre aussi de la sociologie, il faut mettre aussi de la philosophie, il faut mettre aussi de l'anthropologie si on veut avancer sur ces questions et si on veut s'acculturer aussi, se projeter dans le temps et garder un espoir de pouvoir encore faire humanité, parce que la Terre, elle continuera à être là. Par contre, l'être humain, c'est un peu moins sûr. Je reviens sur le sujet, mais finalement, le tout me semble assez lié. J'étais hier à Nice, donc pour Ocean Rise, qui est l'ouverture finalement de l'UNOC, le sommet mondial sur la mer et les océans. Et l'Ocean Rise regroupait en fait des villes à travers le monde sur la question justement du littoral, du recul de trait de côte et de l'adaptation nécessaire dans le temps. J'ai pu entendre en fait une prise de conscience collective de tous ces enjeux, mais en même temps réaliser ô combien le passage à l'action est compliqué. Et ça l'est aussi pour nous sur le terrain. Parce que c'est assez vertigineux et que ça nous confronte aussi à quelque chose qui est assez naturel, c'est des blocages qu'on peut avoir de compréhension des sujets ou de trouver le chemin pour y arriver et comment on arrive à avancer. Donc il me semble que sur le fond, nous sommes tous d'accord que... On parlait tout à l'heure de prise de conscience. Moi, quand je discute avec les collègues élus, aujourd'hui, on n'en est plus à remettre en question ce qui est en train de se passer. Par contre, c'est comment on arrive à établir un chemin pour faire évoluer nos usages, notre manière d'aménager et de construire et de prévoir l'avenir. Et là, c'est quelque chose qui nous lie aussi les uns aux autres sur les difficultés, sur la fonction cognitive que nous avons tous à appréhender ces sujets et à s'y projeter. Mais ça touche du coup la question de l'acculturation. Et il ne peut pas y avoir de transition sur nos modèles si on ne travaille pas la question en effet démocratique et si on n'intègre pas cette nécessité de faire ensemble et d'avoir un processus de consensus dans le temps pour trouver des projets communs. Et ça veut dire qu'il faut considérer les uns et les autres à leur juste place et de faire des propositions. Nous, sur le territoire, nous avons du coup lancé un travail de fond sur le recul du trait de côte.
nous avons décidé, la ville de Sète et la ville de Frontignan, de rentrer dans le décret liste, qui est une évolution réglementaire prévue par la loi climat et résilience, de pouvoir s'adapter, justement, enfin d'adapter le littoral, du coup, à cette question de montée des eaux et de risque de submersion et d'évolution de notre côte. Cet engagement doit permettre de répondre à la question, au problème que vous souleviez tout à l'heure, c'est-à-dire la question de comment on va réguler la recomposition, c'est-à-dire la perte de valeur de biens et de la recomposition du territoire sur lui-même. On parlait d'indemnité tout à l'heure. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, en effet, intervenir, détruire, recomposer, c'est extrêmement coûteux. Parce que nous ne considérons pas, nous n'avons pas encore intégré juridiquement l'évolution de la côte. La question justement de l'intégration du décret liste pour nos villes et la démarche que nous lançons de partenariat d'aménagement avec l'État et la région, c'est d'intégrer justement cette évolution. C'est-à-dire qu'on aura des outils juridiques pour dire demain le territoire il va bouger, ces zones-là, la valeur des biens ne pourra plus être la même parce que ces usages seront menacés et parce qu'en plus on pourra utiliser un certain nombre d'outils pour pouvoir intervenir, réguler le marché. Tout ça, c'est du conditionnel, parce qu'en même temps, force est de constater qu'après Xynthia, et les fameuses zones justement qui ont été mises en place de risque de submersion, il n'y a eu aucun effet sur le marché. Le marché, nous, à Frontignan-Plage, on continue à acheter des maisons à 1 million d'euros en première ligne. Donc ça veut dire qu'au-delà de la partie réglementaire et juridique, il va falloir aussi avoir une stratégie d'intervention. Et c'est là où, en effet, la question du financement est importante pour nous, les élus sur le territoire, d'avoir une capacité à intervenir pour pouvoir réguler le marché. Sinon, le marché il va continuer à être fou, parce que c'est des témoignages directs que nous avons. On aura des échanges, justement. Et aujourd'hui, on a encore des maisons en zone rouge PPRI qui coûtent 1 million d'euros. Pourtant, à Frontignan-Plage, par exemple, dès 2010, dans la révision du PLU, on ne peut plus construire de maisons. C'est plus possible. On a gelé les terrains qui étaient constructibles. Par contre, la loi permet, elle, de pouvoir détruire et reconstruire, qui est un mauvais signal à envoyer, en effet, parce qu'on a toujours cette impression qu'on peut construire. Donc notre volonté de rentrer dans le décret liste, c'était aussi cette volonté-là de se dire, demain, il faut arrêter de pouvoir construire dans ces zones-là, et on franchit un cran supplémentaire. Je finirai par ça, c'est-à-dire que les échanges aussi avec l'administration centrale, avec le législateur, sont importants, parce qu'on ne pourra pas faire différemment aujourd'hui et demain si on n'adapte pas non plus le contexte en fait, réglementaire et législatif. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Bon, voilà. Juliette, il me semble que tu voulais réagir. Véronique, juste après. Oui, enfin, je voulais juste citer ce rapport de la Cour des comptes que vous avez sans doute vu et qui concerne votre région, qui est un rapport de la Cour des comptes qui est sorti là il y a quelques mois, hein, et qui dit que tout simplement le désir de rivage prime sur les risques auxquels le bien est confronté. Plus le bien est au contact des risques littoraux, plus sa valeur augmente. Pire encore, là je cite vraiment le rapport, hein, les contraintes d'inconstructibilité sont même de nature à alimenter le renchérissement des biens. Voilà. On marche sur la tête là. Voilà. Et donc, le rapport de la Cour des comptes dit à brève échéance et à cadre constant, le système assurantiel et indemnitaire ne pourra supporter la couverture de la réalisation et de l'intensification des risques. Donc tout simplement, voilà, ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable. C'est tout ce que je voulais rajouter. Donc, il y a une petite carte où on voit qu'effectivement, toutes les zones rouges, alors bon, c'est trop petit là, et j'aurais peut-être dû l'apporter, mais voilà, que toutes les zones rouges dans votre coin sont des endroits où les biens sont de plus en plus chers. Comme si... d'ailleurs, je ne comprends pas bien le mécanisme. Les gens se disent, de toute façon... Plus c'est dangereux, plus c'est intéressant. L'amour du risque, c'est exactement ça. Voilà. Et donc, bon, désir de rivage, déni du naufrage, on peut... voilà. Vous pouvez l'applaudir. On pourrait faire
Un poème. Juste Véronique voulait intervenir 2 secondes sur... Juste par rapport à ce sujet, parce que c'est aussi une des préoccupations que nous avons, parce que du coup, ça devient des zones qui pourraient être réservées à uniquement des gens qui ont la capacité d'acheter. Ça pose aussi une question sociale, c'est-à-dire que voilà, tout un chacun se retrouverait enfermé dans ce mécanisme-là. Donc ça a aussi des conséquences sociales. Et il faudrait juste leur dire, ils n'ont pas le droit à être assurés. Voilà. C'est bien pour ça qu'on rentre dans ce décret. Mais enfin, si vous connaissez la loi climat et résilience, on pourra toujours continuer à habiter. Hein. Enfin, c'est là où, à mon sens, on ne va pas assez loin au niveau de la législation. C'est-à-dire que la loi climat et résilience permettra toujours des achats-reventes dans les zones qu'on va délimiter, à la condition que le nouvel acquéreur prévoit de l'argent pour pouvoir détruire la maison et renaturer le moment où l'eau pénétrerait. Mais ça ne résout pas le problème qui est face à nous, c'est-à-dire que le marché va continuer à exister. Donc, à mon sens, on ne va pas assez loin. Véronique ? Oui, je voulais rebondir en particulier sur ce qu'a dit Loïc. Donc Villeneuve-les-Maguelones aussi s'est inscrite sur le décret liste. On a vraiment sauté sur l'occasion. Parce qu'aussi, c'est une façon, bien sûr, de se doter de moyens pour agir, même si, pour ceux qui ne connaissent pas Villeneuve, on n'est pas sur la bande littorale. Hein, entre la mer et la ville, il y a les lagunes, les étangs, ce qui nous donne beaucoup plus de temps, en fait. C'est pas Palavas, quoi. Je parle souvent de Palavas parce que c'est ma ville, c'est la ville que j'ai à la gauche de la mienne, et c'est une ville amie au sens où j'y vais souvent et je connais bien le maire et les problématiques. Donc il y a ça. C'est le décret liste aussi, c'était une façon de porter, enfin vraiment pour nous c'était très important, une façon, vraiment une occasion forte de porter politiquement ce sujet du recul du trait de côte et d'en parler à la population. Et du coup, on est allé loin là-dessus, c'est qu'on a fait un article dans notre bulletin municipal qui s'appelle Le Portail sur ces questions-là, en intégrant dans l'article des cartes qui avaient été réalisées, je pense avant qu'on arrive nous au mandat en 2020, et qui nous ont été au début du mandat communiquées par l'EID, c'est l'EID qui les a faites, où on voit bien des simulations du recul du trait de côte à 30 ans, 50 ans, etc. Et donc on les a carrément exposés dans notre bulletin municipal et commentés bien sûr avec Serge qui travaille avec moi sur ces questions-là, Serge Desaigne. Donc vraiment ça, la question de ne pas tenir dans l'ignorance les gens, c'est extrêmement important. Et ensuite, autre chose, je voulais dire, parce que c'est important, même si on a un peu de mal à faire avancer la machine, mais on a créé l'entente du golfe d'Aigues-Mortes entre 4 intercommunalités, Terre de Camargue, Pays de l'Or agglomération, la métropole de Montpellier et pour aller jusqu'à l'ouest, bien sûr, cette agglopole Méditerranée. Et on a créé cette entente pour traiter 3 enjeux primordiaux, la biodiversité, la question de l'organisation des usages, parce que là, voilà, il y a besoin d'une organisation, et puis aussi, bien sûr, la question des risques littoraux. Et c'est très intéressant, parce qu'en fait, on va avoir des situations littorales qui sont complètement différentes. Je l'ai évoqué il y a 2 minutes. Par exemple, Villeneuve-les-Maguelones et Palavas. Voilà, les problèmes ne sont pas du tout les mêmes. Mais pour autant, ça permet d'établir une coopération et ne pas aller, mais alors ça c'est vraiment la catastrophe, ça fait partie des solutions de maladaptation, ne pas aller vers des solutions non coopératives qui, par exemple, voilà, si on met une digue à Palavas, elle va faire qu'il y aura moins d'ensablement à Villeneuve et que du coup l'érosion du trait de côte et la submersion marine va aller plus vite. Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment aussi d'établir des coopérations et d'agir à l'échelle, la bonne échelle, l'échelle de la cellule sédimentaire.
Très intéressant. Et je constate qu'en filigrane de quasiment toutes vos interventions dès le départ, il y a le concept d'acculturation au risque quelque part. Et là, je vais me tourner vers les deux acteurs qui ne sont pas élus, pour le coup, pour savoir dans vos activités, et je commencerai par Alix, dans vos activités, comment vous faites pour accompagner les territoires dans cette acculturation des populations, notamment au risque, parce que si la population n'a pas compris le danger, la collectivité pourra faire ce qu'elle veut, ça ne servira pas à grand-chose au final. Oui, c'est vraiment le sujet, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, et Véronique l'a dit, il faut des solutions qui soient globales et pas individuelles. Et c'est un travail de tous, c'est-à-dire souvent quand il y a des sujets difficiles, l'être humain il a la facilité à renvoyer la balle de l'autre côté. Et sur ces sujets-là, c'est pas du tout le cas. C'est pas c'est aux élus de faire, c'est aux nationales, c'est aux entreprises, c'est aux assureurs. On a tous un rôle commun. Et c'est ce travail que l'on essaie de mener. Alors il y a des outils. Les élus ont un outil pour partager vers les populations qui s'appelle le DICRIM, le document d'information sur les risques, en fait, hein, qui est un outil justement que font les collectivités, partagent avec les citoyens pour justement partager la connaissance du risque et quelles sont les bonnes attitudes. Mais au-delà de tous ces outils, de ces sujets, il y a un sujet qui dépasse en fait peut-être cette juste problématique d'inondation, de submersion et de risque. C'est que, on l'a dit, ce sont des décisions qui... Aujourd'hui, il n'y a plus de déni. Chez les élus, je dis, il y a deux, trois générations de maires où c'est plus une question. Quand on a commencé, nous, le travail, en 2008, on allait en PACA. Juliette m'a l'air pas très d'accord. Non, Ouais. D'accord. Non, mais juste le fait, nous, on travaille avec 25 000 communes en France. Donc les maires, on les voit tous les jours, en fait. Aujourd'hui, il n'y en a plus qui disent non, le risque, ça n'existe pas, le changement climatique, c'est plus le cas. Peut-être il y a, comme le climato-scepticisme, il y a d'autres formes de déni. C'est plus forcément le déni absolu de ça n'existe pas, mais c'est peut-être un déni de c'est pas si grave que ça. Non, justement, c'est là où j'allais. C'est-à-dire que le déni n'existe plus. Par contre, les gens sont conscients que les décisions à prendre pour changer de trajectoire sont énormes. Et sont difficiles à prendre sur le plan humain. Parce que sur le plan individuel, on le disait tout à l'heure, quelqu'un qui habite en front de mer, en première ligne, lui dire j'abandonne pour partir, c'est des pleurs, c'est je veux pas. Loïc l'a dit, il y a un sujet économique, il va falloir qu'on change nos modes de fonctionnement économique, il y a des tas de choses qu'il faut qu'on arrête de faire, etc. C'est énorme la décision à prendre. Et aujourd'hui, pour arriver à culturer et à embarquer avec nous ces gens-là, il ne faut pas renvoyer de l'interdit ou de la peur. Si on veut arriver à faire un changement, et ce changement énorme qu'il y a, c'est difficile à faire, mais il faut arriver à faire rêver, il faut arriver à faire envie. Et souvent, j'ai à dire, on est la première génération humaine qui avons entre nos mains le choix de décider de notre avenir. Ça, c'est assez enthousiasmant. Ça fait des milliers d'années, Juliette des dizaines de milliers... pas très d'accord une fois de plus. Non, mais justement, il faut pas être critique. Il faut pas dire ça va pas assez. Il faut encourager. Il faut faire rêver. Et il faut ne pas hésiter à utiliser. Je sais que peut-être je vais pas paraître politiquement correct. La démarche des petits pas. C'est-à-dire que c'est tellement énorme ce qu'on a à faire qu'on ne va pas le faire du jour au lendemain. Le grand soir, sur le changement climatique, ça ne va pas marcher. Par contre, si aujourd'hui on fait un truc et qu'on dit « ah ben c'est bien, je l'ai fait », demain ça donnera envie de faire 2 pas. Donc pour moi, c'est un peu paradoxal parce qu'on est dans l'urgence, mais il faut se donner le temps de trouver des solutions qui font rêver et qui embarquent. Et c'est là où petit à petit, ce que tu appelais le déni, qui n'est pas vraiment du déni, c'est la conscience qui a un réflexe, qui se protège, qui dit, comme moi sur le plan personnel, je ne vais pas faire,
le cerveau, il dit pour l'aider à ne pas faire, alors qu'il devrait, il lui dit non, mais c'est pas grave. Donc on est vraiment dans de la sociologie, et je pense que là, il y a une piste dans ce sens-là. Juliette? Alors, j'adorerais être d'accord avec mon voisin sur le côté faire rêver et tout ça. Mais il y a des gens qui rigolent déjà. Mais moi, un peu de sérieux, monsieur, s'il vous plaît. Non, mais j'adorerais. Mais le fait est que ce qui nous attend, c'est pas tellement du rêve. Et moi, j'ai des enfants dont certains sont en âge de décider où est-ce qu'ils vont aller vivre. Et ils n'ont pas l'embarras. Enfin, si, ils sont bien conscients, évidemment, avec la mère qu'ils ont, de tous les problèmes. C'est atroce. C'est comme ça. Et ils peuvent pas. Enfin, je sais pas quelle était votre expression tout à l'heure, mais tout inventer et se dire que c'est formidable et qu'il y a tout à faire. Non, clairement, ils n'ont pas forcément envie de venir s'installer dans cette région, ou en tout cas d'y rester, parce qu'il y en a déjà 2 qui y sont. Et alors que voilà. Bon, bref. Donc, je me méfie de ça parce que nous, un des messages qu'on fait passer dans l'atelier, c'est que on est quand même la TRAC, donc la trajectoire de référence pour s'adapter au changement climatique. Elle nous conduit vers une France à plus 4 degrés d'ici la fin du siècle. Plus 4 degrés, c'est une moyenne sur l'année. Ici, il pourra faire plus 6, plus 7, plus 8. Ça arrivera avant 2100, puisque Météo France, voilà, puis c'est déjà arrivé. Et ça reste un scénario conservateur, disent les scientifiques. Un scénario plutôt moyen, c'est pas le pire. Voilà. Donc, à plus 4 degrés, si vous écoutez les scientifiques du GIEC, et notamment les Français, et Christophe Cassou, pour le citer, une France à plus 4, c'est proprement inimaginable avec nos repères actuels. Il faut complètement changer nos repères. Et comme dit l'illustre Jean-Marc Jancovici, à plus 4 degrés, la question, c'est pas comment préserver mes biens, mais comment éviter mes pertes. Et donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'adaptation, ça pose très clairement la question, et c'est pour ça que je dis que c'est un sujet politique au sens noble, c'est qu'est-ce qu'on va choisir collectivement de préserver et qu'est-ce qu'on va choisir collectivement d'abandonner, parce qu'à plus 4, on ne peut pas tout garder, c'est impossible. Et c'est là où c'est un sujet fondamentalement et par essence démocratique et politique. Et ça ne doit pas simplement être une poignée de personnes, et notamment ceux qui financent, qui doivent décider de ce qui va se passer. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, monsieur Linares. Voilà, donc je voudrais pas... J'adorerais dire il faut inventer un avenir désirable qui fait rêver, mais dans les faits, quand on regarde sur les territoires ce qui va se passer, c'est pas forcément du rêve qu'on doit vendre. Mon voisin n'est pas d'accord, mais voilà. On a le droit. Voilà, mais je sais pas qu'est-ce qu'on applaudit, mais et je pense que plus on va enfin être lucide sur tout ça, mieux ça va se passer. Et plus on recule le moment où on fait ces choix de qu'est-ce qu'on préserve et qu'est-ce qu'on abandonne collectivement, j'insiste là-dessus. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai zappé complètement la deuxième séquence de notre atelier. La première séquence, c'est on découvre la méthode. Voilà, c'est assez théorique, même si on l'applique à des cas pratiques. Et la deuxième séquence de l'atelier, c'est qu'on on applique la méthode à un choix propre, à un choix spécifique à la collectivité ou à l'entreprise. Et on voit bien collectivement, parce que l'idée c'est vraiment qu'il y ait des habitants qui autour de la table, des élus ou des usagers, des gens qui vont payer, des gens qui vont des associations de défense de l'environnement, des entreprises. Tout le monde doit être autour de la table pour décider. Des questions il va y avoir des conflits d'usage de l'eau, des conflits d'usage des terres. Tout ça, c'est qu'est-ce qui est prioritaire. Et c'est vraiment un sujet, comme l'ont dit les 2 élus, qui doit être décidé avec tous les acteurs et qui ne doit pas être imposé.
Et donc, dans cette séquence 2 de l'atelier, on se met autour de la table et on dit voilà le problème. Qu'est-ce qui est prioritaire? Comment on décide qu'on va le résoudre? Et parfois, alors il y a des solutions qui font effectivement rêver, mais la plupart du temps, elles vont avec l'abandon d'un certain, d'une vie d'avant, quoi. Absolument. Et maintenant, j'aimerais entendre les élus, notamment Loïc, puis Véronique, sur comment est-ce que vous intégrez ces contraintes et quelles sont les difficultés les principales auxquelles vous faites face quand vous essayez de mettre en place des stratégies de gestion efficace de ces risques. Alors, je partage tout ce qui est dit. Et pour moi, c'est la question du récit qu'on doit poser collectivement. Et c'est indispensable. Sauf que par moments, les élus locaux, on se sent vraiment très seuls. Voilà. Parce que ça pose la question de la doctrine de l'État, qui n'est pas assumée aujourd'hui. Je me suis retrouvé, moi, à l'Assemblée Générale de la Fédération des Scouts, il y a 4 ans de ça, 3 ans, enfin bref, où l'ADEME est venue présenter les scénarios, justement, de la stratégie de la France à de l'horizon 2100, avec ce fameux plus 4 degrés, qui est un scénario médian. Alors que l'ADEME avait préparé 3 scénarios, un 4e est sorti du chapeau, au dernier moment, imposé par la présidence, qui maintient finalement, en gros, les équilibres qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, si, à un moment donné, on n'assume pas, et on ne propose pas un cadre, en fait, aux entrepreneurs, de proposer de nouvelles trajectoires, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Et nous, les élus locaux, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait tampon. On est l'amortisseur, là, qui doit réguler, en fait, la tension sociale, qui doit essayer d'encadrer, d'accompagner, et qui a peu de moyens d'action. Enfin, c'est pas pour rien si, à un moment donné, il y a un désintérêt pour les citoyens de s'engager dans les mandats locaux, s'il y a une crise de confiance également, et que moi je suis très inquiet, on reste le dernier maillon, celui d'une confiance encore existante entre les populations et les élus, mais si celui-ci, il saute, danger. Et nous sommes face à des enjeux sociétaux importants, de clivage important, donc d'opposition importante. C'est une vraie question démocratique, mais également d'équilibre social. Il faut que nous assumions, mais aussi que chacun prenne ses responsabilités. Et au niveau local, nous, on essaie de faire ce qu'on peut. Je partage le fait qu'il me semble qu'aujourd'hui, quand je discute avec les collègues élus, il n'y a pas de remise en question sur le fond. Mais par contre, c'est vertigineux, je le disais tout à l'heure, c'est vertigineux. Et les points d'appui sont pour l'instant très mouvants. C'est une réalité auquel nous faisons face. Et la question du désir, je la trouve pas si inintéressante que ça. Si on élargit un peu l'horizon, si on pose la question de qu'est-ce qui est désirable? Est-ce que c'est de continuer à acheter le dernier iPhone? Ou est-ce que c'est de partager avec mon voisin et de vivre socialement en rapport avec la nature des éléments heureux? Enfin, il faut remettre ces questions-là aussi au cœur en fait, de nos débats et de notre vie. Moi, j'ai bien vécu le confinement au moment du Covid, parce que j'ai fait une pause dans ma vie. Je me suis retrouvé avec les gens que j'aimais, alors dans des conditions, oui, intéressantes, ce n'était pas le cas de tout le monde. Hein. Ceux qui étaient dans des appartements de 50 mètres carrés à 6 dedans, ce n'est pas la même chose. Et ça repose aussi, du coup, la question de la différenciation sociale. Les crises que nous vivons accentuent la crise sociale. Que faisons-nous de tout ça? Que faisons-nous de tout ça? Et c'est ça qui se joue pour nous sur le terrain. Concrètement, c'est pas que la question de l'abandon de ma maison en première ligne à la plage. Voilà, c'est pas que ça. Et ça pose des questions de fond essentielles. Et c'est là où le désir, moi je le trouve intéressant, c'est que si nous réinjectons des questions pertinentes sur qui nous sommes sur cette terre, que voulons-nous? Quel est le désir d'avenir? C'est là où ça peut devenir intéressant. Et en effet, je pense que c'est une belle opportunité. Alors,
un peu malheureuse, parce que je ne suis pas non plus complètement naïf. Si je vous disais à titre personnel ce que je pense, je finirais de plomber l'ambiance, mais elle est déjà pas mal. Mais en même temps, je reste optimiste parce que j'aime le lien social et c'est là où je me sens à ma place, moi, en tant qu'élu. Je vous le disais tout à l'heure, je suis animateur socioculturel de formation. Voilà, moi, mon job, c'est surtout de créer ce lien, de permettre le socle d'échange, de rapport humain pour essayer de construire quelque chose collectivement. Et là, on revient à quelque chose d'essentiel de ce qu'est la politique, c'est permettre aux gens de vivre ensemble. Dans le débat au quotidien, on voit la politique uniquement comme de la stratégie, de la politique politicienne, et il faut remettre aussi au cœur du débat ce qu'est la politique vraiment, quoi. Il faut qu'on... Enfin bref, voilà, je poussais un peu mon coup de gueule, mais... Juliette? Mais je suis entièrement d'accord et je pense que je suis aussi d'accord avec mon voisin. En fait, oui, il y a une question de récit, mais de complètement changer l'imaginaire et de complètement changer, voilà. C'est pas la maison avec la piscine qui va pouvoir perdurer. C'est de changer complètement nos repères. Et le vivre ensemble est essentiel. Je voulais juste reprendre le micro parce que ça a été évoqué donc, par Monsieur Linares, mais je voudrais en remettre une couche quand même sur l'adaptation au changement climatique et sur le fait que ceux qui sont les moins responsables, ceux qui ont le moins contribué au changement climatique sont les plus exposés, c'est-à-dire vivent dans les endroits où ça, enfin en dehors des résidences secondaires, où c'est le plus, les aléas seront les plus forts et sont les plus vulnérables surtout, sont les plus vulnérables. Et donc, même si le changement climatique n'est pas la cause des inégalités, les inégalités ont poussé, enfin le changement climatique est advenu sur un terrain inégalitaire et il les accentue. Ceux qui sont le moins responsables de l'aléa sont les plus exposés et les plus vulnérables. Il faut absolument tout faire pour éviter que des mesures d'atténuation comme d'adaptation viennent exacerber ces inégalités, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir des protestations, des refus et un blocage de la transition, comme on l'a vu avec les gilets jaunes sur des mesures d'atténuation, et comme on le voit sur les mesures d'adaptation, par exemple dans le milieu agricole, mais dans plein d'autres. Et donc ça, c'est un point de bascule social, dit le GIEC. Si on ne fait pas attention à ça, il n'y aura pas de transition possible. Et c'est vraiment essentiel, il faut toujours l'avoir à l'esprit. De même qu'il faut toujours avoir à l'esprit l'indissociabilité et la complémentarité de l'adaptation et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce que je ne l'ai pas assez dit, mais l'adaptation, c'est pas magique, ça ne va pas résoudre nos problèmes, surtout si on ne se met pas à baisser drastiquement et rapidement nos émissions, parce qu'au-delà d'un certain niveau de réchauffement, on ne pourra plus s'adapter. C'est simple. C'était d'ailleurs l'objet de la table ronde juste avant. D'accord. Véronique, est-ce qu'il y a un retour d'expérience côté... Tout à fait. Mais alors, c'est pile poil ça. Donc, et ça me permet d'exprimer des colères, et c'est très, très sain d'exprimer sa colère. D'abord, je voudrais vous dire que là, mais alors on est dans un entre-soi, mais total. Mais total. Et si vous le perdez une seconde de conscience de ce fait-là, mais alors vous vous plantez, mais complètement. Moi, je suis élue d'une ville qui fait 10 500 habitants et j'ai la chance c'est un observatoire sociologique, ma ville. Elle est très particulière. C'est à la fois très insulaire, c'est sa géographie, mais je vous jure que ça atteint les cerveaux. On s'ancre dans cette ville. Moi, le jour où j'y suis arrivée, j'ai dit je vais jamais repartir. La preuve, maintenant, je suis maire. Et je ne suis pas du tout... j'y suis arrivée en 2000, donc c'est relativement récent. Et donc, il y a quelque chose de très, très, je ne sais pas, ancré, je ne sais pas comment dire ça. Donc, avec un esprit très villageois. Et en même temps, donc, on a des espaces naturels, mais totalement fabuleux. On a une chance incroyable et on le sait. Et puis, aussi une sociologie qui s'ouvre un peu avec des gens qui arrivent, qui sont plutôt cadres moyens sup, avec des moyens financiers. Ça fait grimper le prix du bâti, du foncier. Les gens qui sont là,
voilà, les jeunes ne peuvent pas, enfin bon, voilà, les problématiques, tout ça. Donc vraiment, je me rends compte, et puis aussi c'est ma sensibilité, puisque je suis prof de sciences économiques et sociales, donc j'ai une sensibilité très forte à la question sociale. Et je me rends bien compte que voilà, là, on est entre soi et en fait, on est tous d'accord. On peut se chipoter sur 3 trucs, mais en fait, on perd du temps. On est tous d'accord. Mais en fait, moi, je suis d'accord avec Alix. Il y a quelque chose qu'il faut changer dans le propos. Il faut qu'on arrive à... Alors, vendre du rêve, ça, c'est pour parler simplement. De toute façon, si on ne le fait pas, hein, il y a une force qu'on n'arrive pas à combattre, c'est celle du marketing. Ah, le marketing, c'est quoi? Mais c'est vendre du rêve. Hein. Continue-moi, quand je vois le nombre de pubs de voitures à la télé, ça me rend dingue. Elles font quoi, ces pubs? Vous les regardez, vous les analysez en 2 secondes et demie. Elles vendent du rêve. Hein. Je suis libre, je suis heureux avec ma famille, avec mes copains. Bon, super. Donc, en fait... Non, mais en fait, c'est grave, en fait. Et ça m'énerve, je vous jure, ça me donnera envie de pleurer. Parce qu'en fait, là, il est là notre problème. Comment on fait pour combattre cette force-là? Comment on fait? Parce que, hélas, nous, c'est pas le récit qu'on a raconté. Donc, c'est très compliqué. Donc, en fait, si on ne met pas des solutions... Enfin, il faut vraiment... Moi, je crois que vraiment... Il faut être lucide, il faut parler de la vérité, des choses telles qu'elles sont et du risque qu'on vit et qui va être encore grandissant. Mais aussi, il faut dire aux gens, sereinement et ensemble, parce que le ensemble, il aide quand même. Hein, parce que toutes ces pubs, tout ça, c'est pas le ensemble, c'est l'individualisme. Donc vous voyez comme on est complètement opposés. Et il faut faire les choses ensemble, mais bien sûr qu'il va falloir à un moment leur vendre un peu du rêve, sinon mais c'est quoi, ils commandent sur Chine, là, pourri, là, truc. Non, mais ces questions-là, elles sont insupportables. Et pour vous dire la difficulté aussi, tu l'as très bien dit tout à l'heure, Loïc, auquel on fait face, nous, élus locaux. Moi, j'ai des clims qui ont tendance à fleurir dans le Vieux-Bourg. À Villeneuve, le Vieux-Bourg, il est important, puisqu'il compte jusqu'à 2000 habitants. Donc, en soi, c'est un village. Donc, un Vieux-Bourg qui a été malmené, maltraité patrimonialement. Donc, on essaie d'y travailler, de faire du beau, de l'agréable, c'est important. Les clims fleurissent. Ma seule arme, les climatisations, ma seule arme pour les combattre, c'est les règles d'urbanisme. Vous voyez le problème? C'est ma seule arme pour dire aux gens « Ah, mais vous n'avez pas le droit de mettre une clim en façade. » Mais après, j'ai reçu il y a quelques jours une dame qui est propriétaire de 4 appartements et qui a posé 4 superbes jolies boîtes dans la rue. Donc je lui dis « Bon, vous n'avez pas les droits. » Et puis je lui parle de la prime rénov'. Et puis après, je réalise que la prime rénov', c'est fini. Voilà. Voilà. Mais en fait, c'est grave, ça. C'est super grave. On n'est pas très loin de la fin du créneau qui nous était imparti. Je vous propose de faire un dernier tour de table. Alors, pour les élus, je vous invite à répondre à la question de la table ronde quand même, ou en tout cas à nous proposer des éléments. Et pour les acteurs non élus, mais non moins intéressants et importants, si vous pouviez partager des briques si vous pouviez passer un message fort à l'attention des citoyens et des citoyennes ici présents pour aider à accélérer l'adaptation à ces phénomènes ou à d'autres phénomènes éventuellement. Je serais ravi de vous entendre. Véronique, vous avez le micro, vous pouvez enchaîner. Quoi, pardon? J'essaie de redescendre en colère. En fait, d'abord, je ne m'adresserai pas à vous, puisque vous êtes convaincus. C'est sûr. Et, donc, vous voyez la difficulté. Moi, je crois qu'il faut avoir un discours très rassurant. Et dire aux gens qui ne sont pas là, et pour cause, je t'assure, ça va bien se passer, on va trouver des solutions. Et voilà, mais je ne sais pas trop comment on va faire. Enfin, j'avoue, c'est sûr. Mais en fait, la difficulté, elle est là. Ces gens ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Alors, il faut les rencontrer autrement. Par exemple, c'est super important. Alors, voilà, j'ai une vie de laboratoire sociologique. Mais c'est très important, par exemple, de maintenir des événements très populaires, comme la fête locale. Parce que c'est aussi là, avec ces moments-là, qu'on voit ces gens-là.
et de parler éventuellement de ces choses qui sont un peu difficiles. Mais c'est très compliqué, cette fracture plus que sociale, elle est sociologique, elle est culturelle. Et ça, c'est très difficile à dépasser. Mais vraiment, ça me tord les tripes. Mais c'est vraiment l'idée de, bon voilà, il faut rassurer, dire on va y aller ensemble, on va en discuter, on va y aller mollo. C'est trajectoire, hein, vous l'avez bien dit, bon, tout ça, on est d'accord. Et voilà. Alix. Oui, ça sera en deux parties. La première partie, qui est, parce qu'on a fait un pas de côté, Loïc, mais un grand pas de côté, mais c'était très intéressant. Pour revenir à cette adaptation, vraiment à la préparation au risque d'inondation et submersion, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une question locale, mais comme je le disais, la semaine dernière à Genève, c'était la conférence des Nations Unies sur la gestion des risques, en fait. Ça se passait en Suisse, juste après l'effondrement du glacier qui a détruit le village. Donc aujourd'hui, dans la prise de conscience que le dérèglement climatique, c'est un facteur qui fait exploser les risques partout sur la planète de manière très importante, cette appropriation, elle est là. Et la discussion que l'on a ici sur le micro entre les populations qui ont du mal, qui réagissent, comment, etc., le même sujet se passe à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'entre les gros pays et les petits pays, c'est exactement la même chose. Et on l'a dit, vous l'avez dit tous les deux, c'est ceux qui ont le moins contribué au changement climatique en France qui en paient les conséquences. À l'échelle internationale, c'est exactement la même chose. Ce sont les petits pays insulaires qui produisent rien, qui prennent les plus grosses conséquences aussi du changement climatique. Et si on arrive avec un discours en disant il faut l'atténuation, il faut baisser, vous, les Fidji, vous, Madagascar, il va falloir diminuer. Et les gens, ils regardent avec des yeux et ils ne comprennent pas, il n'y en a pas à contribuer. Et, juste à la table ronde d'avant, on parlait de ce fameux fonds de compensation qui était effectivement à Sharm el-Sheikh. Pourquoi il a pris? C'est parce que Sharm el-Sheikh, c'était l'année de la guerre en Ukraine où le monde entier pensait comment je vais continuer à avoir du pétrole et du gaz. Donc l'atténuation de Sharm el-Sheikh, on n'en parlait pas trop parce qu'on avait tellement peur. Ici, on dit oui, ça aurait pu être une opportunité. Le Covid, c'était super. Post-Covid, on aurait pu dire tiens, on a appris à vivre différemment, faisons que cette crise, elle nous fasse progresser. Au contraire, immédiatement après, les mêmes discours, ça y est, la crise du Covid est passée, la croissance se reprend, on est relance. Sauvé. Il y a la crise en Ukraine, pareil, le coût de l'énergie énorme. Et tout le monde qui se met à se plaindre, mais y compris les écolos, en disant mais il faut subventionner le prix de l'énergie. Est-ce que ça ne serait pas une bonne chose si le coût de l'énergie se mettait à exploser? On sort de la crise en Ukraine, ben très bien, on a l'opportunité de changer. Et non, on replonge. Et donc, quand on prend du recul, quand on voit ce qui se passe à l'international, on se dit que si on n'a pas une rupture dans le discours, dans le récit, en douceur, il ne faut pas parler de décroissance, mais il faut parler de la future croissance. C'est pas la même. Il faut changer les termes. Mais c'est en ce sens-là où je dis, bien sûr, je le sais qu'on ne peut pas faire rêver. Le trac, je connais. Mais si on dit à tout le monde, de toute façon, quoi qu'on fasse, la mer elle va continuer à monter pendant 20 000 ans. Je ne sais pas si ça va être très porteur. Donc c'est là où on dit, il faut réagir différemment, il faut travailler différemment. Et je suis comme Loïc, au fond de moi, et surtout quand je vois ce qui se passe à l'échelle internationale aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, quand on sait que la solution, c'est pas ici qu'on va la trouver, c'est à la planète. On peut faire de la COP bashing, mais il n'y a que la COP qui va trouver la vraie solution à l'échelle internationale. Donc même si c'est pas parfait, même si ça, il va falloir qu'un jour ça marche, parce que c'est ça. Et donc c'est le seul espoir que j'ai aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on arrive à trouver un changement de discours, parce que ça fait 10 ans qu'on essaie de forcer des ZFE, de forcer des trucs, et puis au bout du moment, tu l'as dit, hop, tiens, on enlève ça, on enlève ci.
Non, il faut. Si on n'arrive pas à amener tout le monde en se disant c'est beau ce qu'on a à faire, on va s'en sortir. Eh ben, je crois que. Oui, enfin, je ne vais pas finir comme ça. On va s'en sortir. Merci. Loïc. Alors du coup, pour essayer quand même de répondre concrètement à la question qui est posée, et ce qu'on fait sur notre territoire, alors nous on est sur le territoire de 7 et de 13 communes autour du Mont-Saint-Clair, qui est le phare un peu pour notre bassin de vie, avec de l'eau derrière, de l'eau devant. Donc du coup, la question des risques, forcément, c'est chez nous culturel. Mais par rapport à nos échanges et la transmission, justement, on est comme tout le monde, c'est-à-dire beaucoup de mouvements de population, population nouvelle, donc pas forcément l'appréhension et les réflexes sur les sujets de comment on s'adapte quand il y a un gros orage, quand il y a un risque naturel qui est présent. Et donc, en effet, on a les outils, comme le dit CRIM, des outils réglementaires obligatoires, mais on a essayé d'aller au-delà de ça pour travailler justement cet accès en fait à l'information et aux réflexes à avoir. Et pour cela, on est organisé entre les compétences de l'agglomération et puis celle du syndicat mixte du bassin de Thau. Et donc, en effet, on est conventionné avec vous, et du coup, on peut essayer d'anticiper, on peut essayer du coup d'accompagner, et puis surtout, on essaie d'acculturer par rapport à ces phénomènes. Et puis, on a les documents également du coup réglementaire de la planification à travers les PLU, à travers le SCOT, qui nous ont permis de dresser des trajectoires. Là où on était un peu en retard et où on essaie justement de rattraper, c'est sur l'adaptation des maisons en elles-mêmes, notamment sur les zones vulnérables, pour se mettre en sécurité et pouvoir être évacué en cas de risque. Et c'est le travail que le syndicat mixte est en train d'effectuer. Et à titre d'exemple, par exemple, ça m'arrivait à plusieurs reprises dans les réunions publiques où des habitants du territoire me disaient mais pourquoi sur certaines maisons il y a des crochets en centre-ville de Frontignan, en Frontignan-Plage? Parce que les anciens, ils mettaient une barque. Quand il y avait des risques qui arrivaient, ils accrochaient leur barque et ils pouvaient s'évacuer naturellement. Mais ça, c'était les anciens qui le faisaient. En effet, on ne le voit plus sur les maisons nouvelles. Et donc, c'est tout à fait symbolique, en effet, de ce qu'on peut vivre comme ça dans cette transmission. Et ensuite, il y a l'anticipation. Là, on est sur la gestion actuelle, puis il y a l'anticipation. Et c'est là où, dans l'anticipation, on s'est posé aussi les questions par rapport à l'évolution morphologique de notre territoire, c'est-à-dire l'évolution du trait de côte, la montée des eaux, et où nous avons engagé maintenant depuis 3 ans des trajectoires de travail pour, du coup, se préparer à ces évolutions. Mais sachant qu'on s'appuie sur, pareil, une histoire locale bien présente. C'est-à-dire que nous avons déjà mené des opérations. Tout à l'heure, on citait l'exemple des maisons qui ont été détruites la semaine dernière. On l'a déjà fait sur notre territoire. Peut-être que certains qui vivent ici sur le bassin de vie ont connu le restaurant L'Escale aux Aresquiers, où jusqu'en 2004, on pouvait aller manger, qui depuis a été rasé parce que ce restaurant se trouverait sous l'eau aujourd'hui, quoi. Donc ça, les habitants l'ont vu, l'ont vécu. Sur le Lido de Sept-à-Marseillan, on a reculé la route pour la coller à la voie ferrée. On a reculé des rangées déjà d'un camping. On a réorganisé déjà le territoire. Et on a déjà dans le passé protégé. Donc on est passé sur cette phase de protection et de première adaptation, ce qui nous permet de pouvoir maintenant se projeter dans l'évolution du territoire sur le temps long. C'est pas forcément facile, mais en tout cas, on y a mis d'entrée de jeu une démarche volontariste sur la question de la médiation sociale, puisque sur un des axes de travail, au même niveau que les autres, même peut-être au-dessus des autres, on a mené un travail de concertation. Voilà. On a rencontré 600 habitants du territoire pour partager ces questions à travers une enquête qualitative menée par un bureau d'études dès le départ. Et là, on n'a personne qui a quitté les salles, enfin 2 sur les 600. Voilà. Mais on a eu des débats de gens plutôt climato-sceptiques, d'autres très alarmistes, et un consensus qui se dégageait. Et là, je touche du doigt vraiment une question qui me semble essentielle sur la question participative et la question démocratique, c'est que c'est un vrai travail qui n'est pas assez reconnu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut, dans l'évolution de la gestion de nos collectivités, intégrer
D'ailleurs, je vois Séverine qui est en face de moi, elle est docteure en sociologie de formation. Sur Frontignan, on a créé un service de l'éco-citoyenneté avec quelqu'un de compétent. Je prends souvent cet exemple. Nous, en tant qu'élus, quand on prend des décisions, on ne va jamais remettre en question le tuyau qu'il faut pour distribuer l'eau sur la ville. Par contre, on a quelqu'un qui vient de nous faire des propositions sur on va faire ce travail-là de cette façon-là pour aller rencontrer les habitants. Alors là, vous êtes sûr que 90% du temps, tout le monde remet en question les propositions qui sont faites. Et cette science-là n'est pas assez reconnue. Et elle est essentielle pour aujourd'hui et pour demain. Et c'est des nouveaux métiers qu'il faut qu'on intègre aussi dans la gestion de nos collectivités. L'accompagnement au changement est nécessaire. Donc ça, dans notre démarche du coup, de notre PPA, plan partenarial d'aménagement, qu'on a signé avec l'État et la région sur la question de l'adaptation face au recul du trait de côte, c'est un axe essentiel. Et on est à mi-chemin à peu près de ce travail-là. Et quand on déroule, forcément, au-delà du trait de côte, c'est la question de la ressource en eau, c'est la question des îlots urbains de chaleur dans nos villes, c'est la question des activités économiques telles qu'elles sont construites aujourd'hui. Demain, le tourisme, en effet, est-ce qu'il sera encore aussi vivant l'été? Non, je ne crois pas. Mais est-ce qu'on devra du coup le faire vivre peut-être toute l'année? Donc ça pose la question de nos évolutions de vie, de nos habitudes de vie qu'il va falloir complètement re-questionner. Et c'est là où on a beaucoup de travail. Donc on reste motivé, oui. Il faut qu'on transforme ces anxiétés en quelque chose d'un peu plus positif et désirable. On s'y efforce. On est comme tout le monde avec beaucoup de questions. Et donc, moi, j'ai l'habitude de dire que notre obligation, c'est de se donner les moyens de répondre à ces questions. Après, les résultats, bon, on voit bien c'est complexe, mais au moins, donnons-nous les moyens de bien réfléchir, d'essayer de fédérer et de construire collectivement, en effet, un chemin des possibles. Absolument. Merci beaucoup. Juliette. Alors, je suis 100% d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Il se trouve que nous, les ADAC, là, le petit nom des ateliers d'adaptation au changement climatique, on est en train d'organiser une série de webinaires avec l'Office français de la biodiversité sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Et donc, je prépare tous les entretiens. Et donc, il y a 7 milieux urbains, littoral, montagne, outre-mer, enfin bref. Et à chaque fois que j'ai les gens au téléphone, je leur dis pourquoi vous avez choisi cette solution, quels obstacles avez-vous rencontrés, comment vous les avez levés et quels conseils vous donneriez. Et j'ai été très étonnée qu'à chaque fois que je demandais les obstacles, personne ne m'a répondu un obstacle financier, tout le monde m'a répondu un obstacle humain. Excusez-moi, ma voix baisse. Alors j'en profite juste pour que vous récupériez, pardon je vous interromps, mais il y avait un exemple très frappant hier à Nice, en fait, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur la question aussi de comment on mène des politiques d'adaptation. Et il y a une grosse différence à l'échelle internationale entre les pays développés et les pays en voie de développement. Et ça rejoint ce que vous dites sur les solutions fondées sur la nature. C'est-à-dire que les pays en voie de développement qui ont peu de moyens financiers sont à fond sur ces solutions fondées sur la nature. Et nous, les pays en développement, on est encore sur la technique, on est encore sur l'économie. Et ça, c'est un point essentiel. Promis, je me tais. Ok. Et donc, tout ce que je voulais dire, c'est que ça rejoint, voilà, souvent le premier obstacle, c'est l'humain. Et c'est faire comprendre le problème, expliquer, et je peux le citer parce que, voilà, parmi les gens qui seront dans ce webinaire, il y a la personne qui est responsable de tout le projet de renaturation du cours du Rhône, et je vous regarde parce que j'ai compris que vous étiez sociologue, mais enfin, peut-être pas. Et il a expliqué qu'il fallait absolument, et c'est pas la première fois qu'il fallait absolument mettre des sociologues au cœur des débats citoyens et de la participation citoyenne, parce que c'est un boulot, quoi. Hein. Voilà, moi je peux pas le faire, vous pouvez pas le faire. C'est un boulot de conduire ces débats et d'orienter les personnes, alors les orienter, pas les manipuler, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais voilà, donc vraiment, il y a ce facteur humain qui est très important. Et je voudrais terminer juste avec une petite anecdote
qui est celle du maire de Quiberville, donc c'est dans la Manche, hein, donc on change complètement de... Voilà, qui a été maire pendant 36 ans, et donc il a eu le temps d'expérimenter beaucoup de choses, et on cite souvent ce camping municipal hein, à Quiberville, qui a été relocalisé récemment. Hein, ils ont détruit le camping municipal, ils l'ont reconstruit plus dans les terres. Et le maire, qu'est-ce qu'il dit? Le maire de Quiberville, il dit... La première décennie, on a voulu montrer à la nature ce qu'on savait faire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Des digues, des enrochements, voilà. Enfin bref, plein de choses qui n'ont pas tenu. Et ce qui ont coûté beaucoup d'argent. Donc, la deuxième décennie, comme tout ça ne tenait pas, on a subi. Et la troisième décennie, on s'est dit, bon, ok, on va anticiper, c'est-à-dire on va relocaliser. Et je trouve ces phrases absolument géniales parce que on voit toute la complexité du sujet. On veut montrer à la nature ce qu'on sait faire. On subit et finalement on se dit et ça, il faudrait essayer d'en faire un récit pour essayer même de compresser un peu ces 3 décennies parce qu'on n'a plus le temps, quoi. Hein, de montrer les exemples et de dire, voyez, ces 3 décennies, maintenant, il faudrait le faire en moins de temps, parce que je suis d'accord, hein, si vous montrez la carte de la Camargue en 2100, et que les projections, c'est qu'elle est sous l'eau en 2100, la Camargue. Et ça ne vend pas du rêve. Et pourtant, comme dirait Galini, elle tourne. Enfin, voilà, la mer monte. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que les solutions fondées sur la nature vont suffire? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt tous se mettre autour d'une table, tous les acteurs, et dire vers où on va collectivement et rapidement? Parce que le temps... je ne sais pas si Madame Négret sera d'accord, mais moi j'adorerais vous rencontrer, venir, mais en dehors des ateliers et tout ça, de comprendre sur le terrain, parce qu'il n'y a pas de solution miracle qu'on peut faire dans une commune et qu'on peut appliquer à une autre. Tout est local. Tout dépend de la culture locale, des acteurs. Voilà. L'adaptation, c'est de la dentelle. C'est de la dentelle. Et je terminerai là-dessus. Merci beaucoup. Je propose d'arrêter les échanges là et on va procéder à une relativement courte session questions-réponses. Si dans le public vous avez des questions, vous pouvez lever la main et on vous fera parvenir un micro. Je vous prie d'être assez succinct, de préciser le cas échéant à qui s'adresse votre question et éventuellement de vous présenter. Merci. Oui, bonjour. La question ça s'adresse à Monsieur Linares. Alors, je suis architecte urbaniste sur la région. Je remets surtout pas en doute vos convictions, votre travail et votre sensibilité par rapport aux problèmes. Ça, c'est pas là-dessus. Par contre, je voudrais comprendre le débat que vous pouvez avoir en interne avec la ville de Sète, avec les services d'urbanisme de Sète, et je voudrais comprendre en ce moment qu'est-ce qui se passe, puisqu'on est en train de nettoyer la partie portuaire, de faire des immeubles qui sont tout à fait neufs. Leur qualité, c'est autre chose. C'est le premier point. Et je voudrais savoir aussi, puisque tout à l'heure, on a expliqué que beaucoup de gens allaient supporter ce qui se passe à terme, la montée des eaux, et que ces gens-là étaient les plus malheureux éventuellement. Alors, moi, j'ai un quartier à Sète que je connais bien, qui est justement en bord de mer, derrière des bâtiments, à la place de bâtiments qui ont été démolis par la mer dans les années 80-87, qui étaient des hôtels-restaurants. J'habitais Sète quand j'étais gamin. Pour la petite histoire, quand j'étais à Sète, quand j'allais à la plage... On n'a malheureusement pas suffisamment de temps. Je veux juste la question. On est déjà en dehors du... C'est important, j'en ai pour deux Je ne doute pas de l'importance. Ils seront disponibles à l'issue de la table ronde, si vous voulez. Je finis, s'il vous plaît. Donc, la plage était à 1 mètre au-dessus de la route. Aujourd'hui, elle est à 2 mètres en dessous de la route. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Si, c'est le sujet. Si. Donc, la question, c'est comment la ville va gérer et peut gérer ces gens qui sont pauvres, qui sont de l'autre côté de cette digue de sable qui a été réalisée. Vous avez un lotissement avec des maisons qui valent 500 000 € moyenne et sur lequel il y a des piscines. Je voulais savoir ce que vous allez faire.
C'est une question simple. Merci. Il y a une question d'une dame, on va essayer d'alterner, on va rester paritaire même dans les questions. Il y a une dame là qui a levé la main. Bon, vous prenez des exemples que vous connaissez sur la ville de Sète, mais ces exemples-là, on pourrait les retrouver à plusieurs endroits sur le territoire. Ça pose la question, en fait, des projets, déjà des règles de PLU, des PLU qui ont été pensés peut-être à un moment donné et qui ont des répercussions dans le temps qui peuvent aller jusqu'à 10, 15, 20 ans. Et des fois, des projets partis qui ne sont pas forcément adaptés par rapport aux enjeux qu'on a aujourd'hui. Ça pose la question aussi, par moments délicate pour des élus sur le territoire, de devoir aussi introduire d'autres notions qui est l'accès au logement. Donc du coup, la construction, et ça pose aussi la question de la conception aussi de certains quartiers, et c'est le cas à Sète. Enfin, sur l'exemple que vous donnez. Nous, sur l'agglomération, avec l'ancien maire de Sète, je pense qu'avec conscience des écueils du quartier qui est en train de sortir, on a pu rediscuter de la partie nord pour re-questionner totalement le projet et introduire des enjeux liés à la question de la biodiversité en ville, mais aussi de la qualité architecturale, mais aussi de la répartition et de la typologie des logements, parce qu'il y a aussi ce sujet-là. Pour qui on construit? Est-ce qu'on construit pour des investisseurs sur du placement financier, ou est-ce qu'on construit pour la population active du territoire? Et donc ça, c'est la typologie. Donc après, les quartiers dont vous parlez, le quartier des Salins, de l'autre côté de Sète, c'est des projets qui remontent à 2005. Et en effet, conception 2004-2005, coup parti 2007-2008, et puis oui, 20 ans après, ça a posé peut-être des questions d'anticipation à ce moment-là. Et après, 30 ans après, on se dit, bon, est-ce que c'était fait de la bonne façon? En tout cas, moi aujourd'hui, il y a des sujets sur lesquels on ne peut plus passer à côté, ça c'est très clair. Et souvent, et je finirai par là, je dis moi au service, écoutez, j'ai pas envie d'être le président ou l'élu bâtisseur, moi ça me fait pas triper ces trucs-là. Par contre, qu'on évite de faire des choses qui pourraient être mal conçues et avoir des répercussions dans le temps, oui, ça c'est un vrai sujet. Donc la question de fond, c'est celle-ci que vous posez. Comment, en effet, on peut éviter aujourd'hui et demain de refaire des erreurs qu'on a pu commettre dans le passé, mais avec, je le redis, si on sort des exemples que vous avez donnés, une difficulté aussi qui est posée pour les élus sur le territoire, c'est en même temps la question de l'accès au logement, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Merci. Je peux compléter? Absolument. Je voulais juste dire que pour éviter les erreurs du passé, justement, parce que c'est vraiment la question, il y a quand même des outils dont, alors je vais vendre un peu la métropole là, mais je suis très fière en fait du travail qui a été fait par le service GEMAPI sur le PLUI, puisque c'est le sujet, le PLUI dans la métropole quand même en ce moment. Et donc en fait, sachez, et ça c'est très satisfaisant, que le service GEMAPI, c'est le service qui a le plus contribué, en dehors du service urbanisme évidemment, mais qui a le plus contribué au PLUI. Donc en fait, on a inscrit un tas de choses pour protéger, mais aussi pour protéger les milieux aquatiques. Donc, par exemple, on a introduit le concept d'espace de bon fonctionnement qui interdit toute construction dans un certain périmètre autour des cours d'eau. Et voilà. Et puis on a tracé et pour les protéger toutes les zones humides, etc., etc. Et j'en passe. Et bien sûr, on a introduit les cartes d'érosion du trait de côte qui concernent Villeneuve. Donc tout ça, en fait, si on fait de la GEMAPI une compétence d'aménagement du territoire, là, elle devient pleinement efficace et ça nous permet de combattre les mauvais projets de cet ordre-là. Merci Véronique. Je vous propose de prendre une dernière question et évidemment, les intervenants, les intervenantes seront disponibles si vous voulez discuter de manière plus approfondie à l'issue de la table ronde. Madame. Oui, bonjour. Merci pour vos interventions. J'avais une question par rapport à rendre désirable du coup le futur pour l'adaptation. Quand on vend juste du rêve, j'ai l'impression que du coup c'est pas assez concret. Est-ce que vous avez des exemples d'actions
ou d'expérimentation pour que les gens vraiment expérimentent qu'est-ce que ça peut être le futur de l'adaptation sympa, on va dire. Même si, forcément, il y a une réalité un peu moins sympa. Est-ce que vous avez vraiment des propositions concrètes autres que, c'est vrai que c'est bien que les gens se rendent compte, mais qui testent qu'est-ce que pourra être leur futur pour rester aussi dans leur région, qui ne veulent pas forcément quitter, même s'ils doivent potentiellement se déplacer s'il y a montée des eaux, etc. Merci. Il me semble que la question, c'est plutôt de ce côté du panel. Oh non, je pense que les réponses, les solutions concrètes, elles sont là. Non, juste, j'ai pas dit vendre du rêve. Non, ou peut-être, je sais pas, mais c'est pas vendre du rêve en fait, hein, parce que justement, typiquement, quand je dis faire rêver, c'est pas vendre du rêve, parce que vendre du rêve, ça a une connotation négative, et immédiatement, il y a une réaction qui se fait. Je dis simplement que je crois que la conclusion de toutes ces discussions aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, le cœur du problème, c'est l'humain. C'est la personne. Parce qu'on a beau être conscient, on a beau être là entre gens qui ont réfléchi, qui sont conscients, qui ont des bonnes idées, etc. Si l'ensemble des citoyens ne va pas dans un sens où on modifie profondément notre mode de fonctionnement, on ne va pas y arriver. Et on ne fera pas le bonheur des gens malgré eux. Et donc remettons en perspective, on était à le Covid, où on disait vous sortez pas, vous bougez pas, vous allez pas aller. Et tous les jeunes dont vous faites partie, et mes enfants, sortis de là, on leur a dit vous arrêtez de voyager, vous arrêtez de manger de la viande, vous arrêtez de faire ci. Et après, on dit mais tiens, il y a une sorte d'angoisse chez la jeunesse. Et pourquoi ? Ils sortent c'est une génération qui n'est pas allée à la fac pour pas se rencontrer, qui n'a pas fait de sortie, et sort de là, et ce qu'on leur promet, c'est de dire non, on va pas y arriver comme ça. Et c'est en ce sens-là où je dis il faut changer de récit. Parce que ça fait des années que les partis politiques qui sont en charge de ce discours et qui tiennent un discours en disant arrêtez les piscines, arrêtez de ci, arrêtez de ça. Ça arrive à quoi ? Il arrive ce qui est arrivé aux États-Unis. C'est que quand on pousse trop le curseur dans un sens, il peut y avoir une réaction sociale et humaine qui va dans l'autre sens et qui est vraiment catastrophique et qui là fait perdre du temps. C'est-à-dire qu'on n'avance pas à pas, on recule. Et donc le message que je veux faire passer, c'est pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, c'est pas vendre du rêve, c'est modifier notre façon de convaincre les gens en essayant de montrer que le futur, en 2050, en 2100, même s'il produit moins de gaz à effet de serre, la vie, elle peut y être très heureuse. Et que, mais c'est vraiment, c'est pas un exemple qu'il faut, c'est vraiment un message politique qui dit que le bonheur n'est pas lié dans la consommation. Et j'adore citer ce philosophe économiste américain, Kenneth Boulding, qui dans les années 75 disait « Celui qui croit que dans un monde de ressources finies, on peut y avoir une croissance infinie, c'est soit un fou, soit un économiste. » Et aujourd'hui, on en est là. Et c'est ce narratif, le fait de vivre en vivant plus lentement, en consommant moins, ce n'est pas négatif. Et c'est inventer ce beau, ce plaisir de vivre. C'est lui qui va permettre que les uns après les autres, tout le monde se dise « Ok, on peut y aller, et on peut y aller parce que ça sera bien pour nos enfants et nos petits-enfants, et ils seront heureux dans cette belle planète. » Je vous propose de nous arrêter sur ces belles paroles. Merci à vous, merci aux intervenants, aux intervenantes.